Bienvenue, j'espère que vous êtes bien installés. Je sais que choisir des conférences, c'est compliqué pendant les rencontres. On ne sait pas, le programme est tellement important qu'on ne sait jamais que choisir. Donc moi, ce matin, pour vous mettre un petit peu en appétit, je vais vous raconter une aventure, l'aventure à laquelle je participe, qui est l'aventure Matisse. C'est un projet sur lequel je travaille depuis maintenant 3 ans, 4 ans. J'ai pris en cours de route, c'est-à-dire que je n'étais pas là au début de Matisse, parce que je travaillais sur l'observation avec l'instrument précédent, qui est installé au Chili. Et donc, j'ai participé, donc je me suis mis dans l'équipe technique pour les thèses de Matisse, et je vais vous expliquer un petit peu ce que fait Matisse. Alors Matisse, c'est un peintre, bien sûr. Vous vous dites peut-être que ça a un lien. En fait, non, aucun lien. Si ce n'est qu'on a un musée Matisse à Nice, donc on est bien sur place. Matisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors, c'est un acronyme anglais, parce que pour les jeunes, si vous voulez faire de l'astronomie, il faudra parler anglais, obligatoirement. Alors, en anglais, c'est à l'envers, on prend les noms, les lettres, les mots à l'envers. Donc, expérience spectroscopique dans le moyen infrarouge à plusieurs ouvertures. Ça veut dire quoi? Donc, expérience, c'est un instrument qui va se mettre au foyer du VLT. Donc, le VLT, c'est le Very Large Telescope. Le projet, le télescope européen, vous savez, il y a 4 télescopes de 8 mètres installés au Mont Paranal et 4 télescopes de 1,80 m. Cet instrument, ces télescopes sont les collecteurs. Et au foyer de ces collecteurs, on va mettre des instruments qui vont mélanger la lumière. Donc, Matisse, c'est la nouvelle génération d'instruments. C'est une expérience spectroscopique. Donc spectroscopie, ça veut dire décomposer la lumière. Décomposer la lumière, ça veut dire qu'on va commencer à travailler sur les propriétés physico-chimiques des astres qu'on observe. Dans le moyen infrarouge, donc ça c'est important, c'est pour ça qu'on installe ces instruments au VLT, parce qu'au VLT on est dans un désert à 3000 mètres d'altitude, et dans ce désert qui est le plus sec du monde, on n'est pas gêné par la vapeur d'eau, donc on va bien observer l'infrarouge, le moyen infrarouge. Autre moyen d'observer l'infrarouge, c'est d'aller dans l'espace, mais ça coûte un peu plus cher. Et multi-ouverture, c'est là qu'est un petit peu notre spécificité, c'est de travailler avec plusieurs télescopes pour faire de l'interférométrie. L'interférométrie, c'est une technique qui permet de mélanger la lumière issue de plusieurs télescopes pour avoir l'équivalent d'un télescope géant dont le diamètre et la distance entre les télescopes. Donc nous, nos télescopes, parce que les objets qu'on va observer sont petits dans le ciel, il faudrait des télescopes qui fassent plus de 10 mètres. Disons typiquement 50-100 mètres de diamètre. On ne sait pas faire, donc on prend des petits télescopes, petits, 8 mètres. On n'a pas trouvé plus petit. 8 mètres, espacés de 200 mètres. Et voilà, donc des exoplanètes au trou noir, vous allez me dire quel est le lien entre les exoplanètes et les trous noirs? J'ai déjà eu des questions. Est-ce qu'il y a un lien? En fait, vous allez voir qu'il y a un lien quand même. Et c'est Matisse qui va faire le lien entre ces différents objets. Alors, si vous avez des questions, il n'y a pas prévu de réponse aux questions. Donc, on se verra à la sortie, parce qu'après, à midi, il y a une autre conférence. Donc, je resterai là si vous avez des questions sur Matisse ou même sur ce que je fais. Oui, alors je travaille, donc je m'appelle Pierre Cruzaleb et je suis chargé de recherche. Chargé de recherche ou directeur de recherche, c'est des gens qui sont au CNRS. Donc, je travaille au CNRS dans un laboratoire qui a 3 tutelles, qui est le CNRS, l'Université Côte d'Azur, et l'Observatoire de la Côte d'Azur, et je suis basé à Nice. Il y a pire comme lieu pour travailler. Enfin bon, aujourd'hui il fait beau à Paris, donc ça va. Alors je vais commencer. Alors c'est une vidéo de l'ESO. Donc sur le site de l'ESO, vous avez régulièrement des vidéos. Donc c'est une vidéo qui a été faite cette année, en février, à l'occasion de la première lumière de l'instrument Matisse. Donc le nouvel instrument Matisse de l'ESO a fait ses premières observations avec succès au Very Large Telescope. C'est l'instrument le meilleur, le plus puissant aux longueurs d'onde infrarouge. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez des photos de Matisse. Il combine la lumière jusqu'à 4 télescopes pour créer un télescope géant qui peut faire jusqu'à 200 mètres de diamètre. Donc il va délivrer des images, disons, bien plus précises que n'importe quel autre instrument. Il va regarder des régions autour des étoiles géantes où les planètes se forment et étudier des étoiles à différents stades de leur évolution, de leur vie.
Et il va voilà, aussi investiguer les régions autour des trous noirs supermassifs dans le centre des galaxies. Donc je vous invite à aller voir le site de l'ESO régulièrement, il y a des vidéos. Il y en a une qui vient de sortir il y a quelques jours sur Gravity, qui est l'instrument qui fonctionne aussi au VLT, qui vient de faire des observations du trou noir galactique. Donc on travaille aussi en liaison avec Gravity, nous. Alors, on ne va pas le faire deux fois. Voilà. Tac. Alors, les domaines couverts par Matisse. Alors d'abord, on va commencer. À quoi ça sert? Alors, comme je vous ai dit, Matisse est un instrument qui se met au foyer des télescopes de 8 mètres. À quoi sert cet instrument? Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Alors, on veut essentiellement observer travailler sur quatre champs d'observation. D'abord, les disques protoplanétaires des étoiles jeunes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de voir les formations des systèmes solaires. Je ne suis pas sûr qu'on ait la précision, enfin pas la précision, mais la sensibilité de l'instrument pour voir les exoplanètes en train de se former, ou les protoplanètes. On va peut-être certainement voir dans des disques des structures qui laissent penser qu'il y a des planètes, en particulier des sillons dans des disques. Donc hier, il y a eu une présentation sur les disques. Donc nous, on est aussi dans ce domaine-là, des disques protoplanétaires autour des étoiles jeunes. On veut observer aussi des enveloppes de poussière autour des géantes froides, donc des géantes et des supergéantes. Vous savez, notre Soleil, quand actuellement, c'est une étoile d'une masse solaire, bien sûr, puisque c'est le Soleil. Il a 4,5 milliards d'années, il va vivre encore 4,5 milliards d'années dans son état actuel, et ensuite il va devenir une étoile géante. Donc on veut observer des étoiles de type solaire quand elles seront dans leur phase de leur vie, où elles deviendront géantes, et elles vont commencer à émettre autour d'elles de la matière. Et également des supergéantes, qui sont des étoiles plus massives que le Soleil, qui éjectent un peu plus de matière. On veut observer également les astéroïdes du système solaire, avec notre instrument, et les noyaux actifs de galaxies. Et c'est dans les noyaux actifs de galaxies que vous allez trouver les trous noirs. Alors, Matisse, en fait, c'est pas un aspirateur à poussière, hein, mais c'est un observateur de poussière. Alors que quand un astronome parle de poussière, bien sûr, il ne va pas parler de la poussière que vous avez chez vous. Il va parler de la poussière qui se crée autour des étoiles. Cette poussière est faite essentiellement à la base de deux composants, qui sont le carbone, donc le carbone ou le silicium. Donc soit des poussières à base de carbone, donc vous avez donc là des petits exemples de poussières, des agrégats. Donc ça veut dire que les molécules vont donc les atomes vont être poussés par l'étoile, ça va refroidir autour de l'étoile, et à un moment la température va permettre à ces atomes de se combiner pour former des molécules qui vont former des chaînes de molécules, des macromolécules, qui vont ensuite se former en grains de poussière. Ces grains de poussière vont s'agglutiner pour former des gros grains, des premiers astéroïdes, des protoplanètes, et puis après il y a tout le système de formation des planètes. Donc notre instrument est un instrument qui travaille dans l'infrarouge, parce que la poussière, elle émet dans l'infrarouge, en fait. On a choisi l'infrarouge pour observer la poussière, parce que c'est là qu'on la voit la mieux. Le cycle de la poussière. Donc là, vous avez une image qui vous montre un cycle de poussière. Par où commencer? Vous allez commencer en bas à droite, onde de choc, une nébuleuse de gaz et de poussière. Je ne sais pas si tout le monde voit. Par là, voilà, ici. Nébuleuse de gaz et de poussière. Dans ces nébuleuses de gaz et de poussière, ce sont des grandes nébuleuses de plusieurs années-lumière qui sont dans les galaxies. Et de temps en temps, il y a des étoiles qui explosent, des supernovas. Ces supernovas vont générer des ondes de choc. Ces ondes de choc vont faire que ces nébuleuses vont se mettre à se contracter. Et au centre de ce milieu interstellaire, donc c'est l'étape 2 qui est là, voilà. Vous avez une étoile qui va se former au milieu, et autour un disque qui va naître. Donc vous avez formation d'étoiles avec un disque de gaz et de poussière. Ce disque de gaz et de poussière va former des systèmes planétaires. L'étoile centrale, donc là vous avez à chaque fois, pour chaque étape, une image d'une observation. Hein. Donc pour les systèmes en formation, vous avez une image du Space Telescope. Ici, pour un système planétaire, vous avez le système de Fomalhaut, une étoile avec des planètes autour. Et donc l'étoile centrale, je vous ai dit,
devient une étoile géante. Bon, là, on a pris l'exemple d'une étoile d'une masse solaire, donc géante, qui va fabriquer des éléments qui vont ensuite se remélanger dans le milieu interstellaire. Et la poussière va être comme ça recyclée dans le milieu interstellaire. Si l'étoile est plus massive, vous avez vous avez un stade de nébuleuse planétaire autour donc, de la matière qui va former la nébuleuse planétaire. Et puis, si l'étoile est encore plus massive, vous avez supernova, avec de la matière qui va également enrichir le milieu interstellaire. Et donc, ce milieu interstellaire va de nouveau se recontracter pour former des nouvelles étoiles et puis des nouveaux systèmes. Nous, on est déjà une deuxième génération. Notre Soleil a 4,5 milliards d'années. Vous savez que l'univers, le Big Bang, disons, a eu lieu il y a à peu près 10 milliards d'années, 13 milliards d'années. Donc, on est déjà une deuxième génération d'étoiles, notre Soleil. Donc, plus on avance dans le temps, plus les étoiles qui vont se former vont être enrichies en éléments lourds. Et on pense que plus on avance dans le temps, plus les planètes vont être, pourquoi pas, plus nombreuses encore. Parce qu'au début, évidemment, les premières étoiles, elles avaient de l'hydrogène, donc il n'y avait certainement pas de planète autour. Alors, observation avec Matisse. Autour des étoiles jeunes, voici une simulation, en fait. Et puis, ce qui est important de voir, c'est en bas à droite l'échelle. Donc, une simulation d'un disque de poussière autour d'une étoile. Et l'échelle vous dit 20 masses. Alors, 20 masses, c'est quoi? C'est 20 millièmes de seconde d'angle dans le ciel. Le second d'angle, c'est le 3600e de degré. Vous prenez un degré, 3600e de degré. Bon, la Lune, c'est un demi-degré. Donc, on est au 3600e. Et là, vous faites encore 1000 fois plus petit. Donc, nous, on veut vraiment voir des détails d'objets, donc proches des étoiles. Et pour ça, il nous faut des télescopes géants. En dessous de 4 mètres, ça ne nous intéresse pas. Alors, les systèmes planétaires, la formation des systèmes planétaires, là, vous avez par exemple une image qui vous montre un objet qui a été observé. Ça, c'est une nébuleuse bipolaire avec deux pôles de luminosité. Au milieu, un disque qui cache l'étoile centrale. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est au milieu ce qui se passe. Et au milieu, bien sûr, c'est là qu'il va y avoir des disques protoplanétaires et puis, pourquoi pas, des planètes. Donc on veut comprendre comment les systèmes planétaires se forment, où ils se forment, et quelles sont les interactions entre l'étoile centrale et, bien sûr, le disque qui l'entoure. Ce qu'on veut également comprendre, c'est la formation des étoiles, donc au cœur des nuages interstellaires, comment se forment des étoiles, et également, au cours de leur vie, comment les étoiles évoluent. On sait que plus le temps passe, plus les étoiles éjectent de la matière. Donc vous voyez que ça ne devient plus des vraies étoiles, ça devient des espèces de combinées étoiles nébuleuses, avec une étoile géante et puis autour de la matière qui se dilue autour. Et on veut savoir où la matière se forme, de quoi elle est faite, et quelles sont les interactions entre l'étoile, la matière et les différentes zones de l'étoile. Est-ce que la matière se forme de façon symétrique, pas symétrique? Est-ce qu'il y a des interactions avec les champs magnétiques? Ce genre de choses. Donc, tout ça, ça fait partie des sujets qu'on souhaite observer. Et au cœur des galaxies, vous avez, au cœur des galaxies actives, on pense qu'il y a des trous noirs, et autour de ces trous noirs, qu'il y a des disques de poussière. Donc nous, on ne va pas observer le trou noir directement. De toute façon, il est noir. Donc, on ne verra rien. Mais ce qu'on veut voir, c'est les disques autour de matière. Comment les disques tournent, quelles sont leurs dimensions déjà, comment ils tournent. Donc on sait qu'on a observé donc, des jets en radio, des jets de matière. Donc on pense qu'il y a des gros disques de poussière et de gaz qui tournent autour des trous noirs des galaxies actives. Donc on a quelques galaxies actives qui sont à la portée de notre instrument. Alors comme je vous l'ai dit, l'infrarouge, c'est la zone de longueur d'onde de couleur qui est la plus adaptée pour voir les poussières. Vous avez ici, par exemple, la nébuleuse de la tête de cheval, qui est dans Orion, dans le visible et dans l'infrarouge. Et dans l'infrarouge, on voit les étoiles derrière. On a une autre structure. Vous voyez qu'on voit beaucoup mieux les poussières ici. Elles émettent dans l'infrarouge. Et là, vous avez une carte, disons, de la galaxie, de la Voie lactée,
dans l'infrarouge. Donc un panorama de la Voie lactée dans l'infrarouge. Donc quand on fait des panoramas, ce qui est à droite, c'est ce qui est à gauche. En fait, c'est comme si on avait tout autour de nous la Voie lactée. Et là, vous avez dans l'infrarouge les nuages. Et puis, vous avez de temps en temps des nuages de gaz, de la poussière, tout ça. Donc, en rouge, vous avez la poussière. Donc, l'infrarouge, c'est vraiment l'infrarouge moyen, c'est vraiment la bonne longueur d'onde, la bonne zone de couleur pour voir la poussière. Alors, un petit schéma pour vous montrer un petit peu les fenêtres d'observation depuis la Terre. Donc, tout ce qui est rayon X, rayon gamma, ultraviolet, on ne peut pas le voir. Donc, on envoie des sondes dans l'espace pour les voir. Sur la Terre, on a la fenêtre du visible, qui est très transparente. On a quelques fenêtres infrarouges, donc tout ce qui est infrarouge moyen, et infrarouge proche et infrarouge moyen ici. Après l'infrarouge lointain, il est masqué. On est obligé d'envoyer des sondes dans l'espace pour le voir. Et puis ensuite, en radio, de nouveau, on a une zone transparente. Et puis pour les très grandes longueurs d'onde, c'est absorbé. Et Matisse est un instrument qui va observer dans les bandes infrarouges qui sont là. En fait, vous avez les 3 bandes de Matisse. Donc, une bande ici, une bande ici, une bande ici. Donc, une bande autour de... Alors, ici, Matisse, il va observer ici, en L, autour de 3 microns et demi. Donc, le visible, c'est 0,6 microns de longueur d'onde. Nous, on est à 3 microns et demi. On est à 4 microns et on est à 10 microns. Donc, ça, c'est les 3 bandes de Matisse qui sont observées, qui sont utilisées, et vous avez dans ces bandes-là du gaz carbonique, de l'eau, de l'oxygène. Donc vous avez quelques signatures qui sont attendues, en particulier autour des étoiles. L'astronomie infrarouge. Dans l'infrarouge proche, donc je vous ai dit le visible c'est autour de 0,5. L'infrarouge proche, c'est entre, disons, 1 micron, 0,7 à 5 microns. On va observer des températures qui vont de 700 à 4000 degrés. Essentiellement, les objets étudiés, des étoiles froides, des géantes rouges, et c'est une zone où la poussière est transparente. Dans l'infrarouge moyen, on est entre 5 et 30 microns de longueur d'onde. On a des températures qui vont de 100 à 700 degrés à peu près, et on va observer des planètes, des comètes, des astéroïdes, des disques protoplanétaires. La poussière est chauffée par les étoiles et réémet à ces longueurs d'onde-là. Et dans l'infrarouge lointain, on va observer, donc c'est des gammes de longueur d'onde entre 30 et 200 microns. On va observer des températures plus faibles, entre 10 et 100 degrés au-dessus du zéro absolu. On va regarder les régions centrales des galaxies, des nuages moléculaires dans les galaxies, et on va observer l'émission de la poussière froide. Nous, on est dans de l'émission de la poussière chaude chauffée par l'étoile, dans l'infrarouge moyen. Alors, quelques mots sur l'endroit où on a installé le VLT. Donc, vous avez déjà vu depuis longtemps ces images. En 91, on a un mont qui a été sélectionné, qui est le mont Paranal. Et nous, on donne vachement dans l'écologie, c'est-à-dire qu'on a décidé de couper le sommet du Paranal pour faire un plateau de 200 mètres de diamètre. Donc ça, c'est en 94. On a construit la base pour mettre les télescopes. Vous avez ici les traces des télescopes de 8 mètres. Et donc là, vous avez en 99 les 4 télescopes opérationnels. Moi, je suis allé à un congrès en 98 pour la première lumière d'un des télescopes. Déjà, j'étais là. Le site a été choisi. Donc ça, c'est une vue depuis l'espace du Chili, du nord du Chili. Donc là, on est dans le nord du Chili. Antofagasta, c'est la ville la plus proche. Pas loin, il y a la frontière avec le Pérou. Donc on est tout en haut du Chili. Vous avez ici le Chili, du nord au sud. Et donc on a choisi ce site parce que la température est extrêmement stable. Typiquement, ils disent entre -8 et 26. J'y suis allé, ça fait peut-être 10 ans que j'y vais. J'ai toujours eu une température entre 10 et 20 degrés. Toujours. C'est à 3000 mètres d'altitude, un peu moins, 2004. C'est extrêmement stable, vous voyez, 0,4 degrés de changement de température par heure, typiquement. Ça varie très peu. Et surtout, l'humidité, typiquement, c'est entre 5 et 20%. Autrement dit, quand vous y allez, vous êtes toujours en train de boire. Vous avez la peau toute sèche.
parce que quand il y a 5% ou 10% d'humidité, c'est comme s'il y avait, comme vous étiez vraiment le plus sec du monde. Et puis il pleut 100 mm par an, maximum. J'ai dû assister 2 fois de la pluie, peut-être une fois. Des fois il neige, il a neigé une fois aussi. Mais voilà, donc il est déconseillé quand on sort par exemple d'aller se promener. Si vous vous promenez là-bas, ben, on vous dit prenez une bouteille d'eau avec vous. Et surtout ne vous éloignez pas trop, parce que si vous vous perdez, vous êtes dans une des zones les plus sèches du monde. Et donc il est déconseillé aux astronomes de s'en aller. Mais en général, on n'a pas trop le temps d'aller faire du tourisme. C'est un peu dommage, mais bon. Donc voilà une vue du Paranal. Vous avez là-haut les télescopes, le sommet, les 4-8 mètres, on voit là-haut, bien, et puis la base vie qui est en dessous. Donc là, la base vie, c'est des conditions extrêmement dures pour nous. On a une piscine, on a un restaurant international, on a des chambres individuelles, on a de la douche, on a de l'eau. Bon, on nous dit quand même d'économiser l'eau, parce que tous les jours, il y a des camions qui nous amènent de l'eau là-dedans. Et depuis décembre, on a de l'électricité qui vient de... Avant, on avait des groupes électrogènes qui fabriquaient l'électricité. Maintenant, on a l'électricité qui vient des villes en bas. Bon, typiquement, pour aller au Chili, juste pour vous donner une idée, on part de France, on a 14 heures de vol pour aller à Santiago. C'est la ligne la plus longue d'Air France sans escale. Donc 14 heures de vol. Vous arrivez à Santiago, vous passez juste la nuit, donc vous arrivez dans la journée, vous êtes complètement décalqué. Vous passez la nuit et le lendemain matin, on vient vous chercher pour vous amener à prendre un autre avion qui va vous amener à Antofagasta, donc encore 3 heures de vol. Et puis là, vous êtes complètement, parce que vous êtes levé tôt le matin, vous n'avez pas bien dormi. Vous reprenez un bus de 3 heures, vous arrivez à l'observatoire. Et là, vous arrivez juste vers 2 heures de l'après-midi, vous mangez et on vous dit, ben voilà, vos observations commencent ce soir. Donc voilà, 6 heures, on est complètement dans les choux. On commence, en plus ce soir, il faut être prêt à 6 heures, puisque le jour tombe à 6 heures, donc il faut être prêt à l'avance. Ce n'est pas ce soir à 10 heures ou 11 heures du soir, c'est à 6 heures du soir. On passe la nuit d'observation. Donc on a nos nuits. Donc nous, on n'a pas le droit de faire plus de 14 nuits, donc on reste 14 nuits sur place. Pas de week-end, bien sûr, il ne faut pas exagérer non plus. 14 nuits, et puis donc on se couche on se lève, enfin, disons qu'on va travailler, on commence à travailler, il fait jour, on ferme les volets, on ne voit pas la nuit, parce qu'on travaille dans l'ordinateur, bien sûr, donc ça c'est pour vous enlever le rêve de l'astronomie. On ne voit pas du tout le ciel, on voit que des écrans d'ordinateur. Et puis, donc on arrête de travailler à 6 heures du matin, on va se coucher, on se lève l'après-midi et on reprend le travail l'après-midi et on recommence. Parce que bien sûr, avant d'aller travailler, il faut faire des réunions pour dire si ça s'est bien passé, pas bien passé, etc. Et ça pendant 14 jours. Quand vous avez fini, vous faites vos dernières nuits d'observation, vous vous couchez à 6 heures du matin. On vous dit, le bus part à 4 heures, donc il faut être prêt, partir. Au revoir monsieur, on repart direct. On reprend l'avion dans la foulée, on va à Santiago. Et là, le lendemain, on reprend l'avion et on revient en France. Vous voyez que c'est un peu chaud. Alors certains d'entre nous arrivons à se faire des vacances avec la famille qui vient les rejoindre. Bien sûr, la famille n'a pas le droit de monter à l'observatoire. C'est réservé pour les astronomes, sauf exception. Mais en général, on n'emmène pas dans notre valise nos amis, la famille et tout ça. Non, parce que j'ai déjà eu plein de demandes. Je vous préviens, si vous venez me voir pour me demander s'il y a de la place, ça va être chaud. Ou alors, il faudra beaucoup travailler. Alors, une petite vue du sommet. Donc, bien sûr, quand on y va, on est en bas, on a quelques kilomètres, on ne les fait pas à pied, on a des voitures qui nous sont réservées. On monte là-haut, le soir. On n'a pas le droit d'y aller la journée, normalement, d'ailleurs. Et voilà la base où il y a les télescopes de 8 mètres. Donc, quand vous arrivez, les télescopes sont fermés et généralement, ils s'ouvrent en début de soirée, avant le coucher du soleil. On les met à température. Donc voilà un télescope de 8 mètres. Je vous ai mis une image. Vous avez la dimension d'une personne, là. Voilà. C'est un télescope de 8 mètres.
Il y en a 4 comme ça. En fait, ces miroirs sont des miroirs d'un seul bloc, hein, ce n'est pas des miroirs segmentés. C'est quasiment les plus gros miroirs d'un seul bloc, je crois, qu'on ait fabriqués. C'est des lames, donc assez, pas très épaisses, hein, je crois qu'elles font 80 cm ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai jamais mesuré, mais c'est pas très épais. Et elles sont posées sur des supports actifs, qui permet de corriger la déformation du miroir. Donc il y a un système de déformation active du miroir pour que quand le télescope change d'orientation, le miroir ne se déforme pas sur son propre poids. Sachant qu'il y a aussi des systèmes de correction actifs de la turbulence atmosphérique, mais qui ne se font pas sur des miroirs de 8 mètres, parce que si vous corrigez la turbulence à des vitesses de l'ordre de 1000 fois par seconde sur des miroirs de 8 mètres, vous cassez le miroir tout de suite, quoi. Donc on fait ça sur des petits miroirs. Mais ça, c'est les déformations lentes du miroir, disons, typiquement de l'ordre de la minute, quoi. Et pour l'interférométrie, on a réussi à négocier qu'il y ait des télescopes réservés à l'interférométrie. Donc les 8 mètres, on les utilise, nous. Bon, les 8 mètres, sur chaque télescope de 8 mètres, il y a 3 instruments, ou 3 ou 4, je ne sais plus, je crois que 3 ou 4 instruments. À chaque 8 mètres, il y a 3 ou 4 instruments qui sont réservés. Et on a possibilité d'utiliser les 8 mètres ensemble pour faire l'interférométrie. Typiquement, 1 heure par an. 1 heure par an, vous avez le droit d'utiliser les 4 8 mètres ensemble. Donc nous, on a besoin de travailler. Donc 1 heure par an, ce n'est pas assez. Donc on a demandé à ce qu'il y ait des petits télescopes qui soient réservés pour l'interférométrie. Des petits télescopes qui peuvent se bouger, en fait, qui se déplacent. Ils font 1,80 m. On n'en a que 4 pour l'instant. On aimerait en avoir des batteries de petits télescopes. Plus on a de petits télescopes, meilleures seront les images qu'on pourra constituer. Ces petits télescopes sont réservés, donc là, c'est 100% du temps pour l'interférométrie. Donc typiquement, quand on fait des observations, quand c'est des observations pas trop compliquées, qui vont observer des objets brillants, on va utiliser des petits télescopes. Et puis si vous avez le super truc, par exemple, un noyau actif de galaxies à observer, vous avez nécessité d'utiliser un 8 mètres, vous pouvez demander à avoir du temps. Mais vous voyez que le temps pour les 8 mètres, c'est quand même très réduit, quoi. Ça se chiffre en heures. Alors les 1,80 m, ils sont dehors. Vous voyez ici, donc c'est des télescopes avec la coupole qui s'ouvre, ils sont carrément à l'extérieur. Alors c'est des systèmes qui sont assez légers, hein, enfin, par rapport aux 8 mètres, les 8 mètres ne se bougent pas. Ceux-là peuvent se déplacer, ils ne se déplacent pas dans la nuit, il faut à peu près une journée pour déplacer les télescopes, les repositionner, régler, parce que, évidemment, les miroirs, la lumière qui arrive dans les télescopes n'est pas renvoyée dans l'air, elle passe par-dessous, dans des tunnels, et elle est renvoyée au labo interférométrique. Donc tout se passe en dessous, donc il faut à peu près une journée pour réinstaller, régler, etc. Chaque fois que vous demandez à reconfigurer les télescopes, vous avez une journée de battement. Là, un des problèmes aussi, c'est que évidemment, les télescopes à l'extérieur ne sont pas protégés par des coupoles, donc quand il y a du vent, vous êtes très sensible au vent, et il y a souvent du vent. Et les premiers à se fermer d'office, ce sont nos télescopes. Donc des fois, quand il y a trop de vent, paf, les télescopes se ferment tout seuls, et on attend que le vent se calme. Alors une vue de l'extérieur, d'au-dessus, d'avion, les 8 mètres qui sont là. Alors au début, je ne vous avais pas dit, mais pourquoi on a construit 4-8 mètres? Vous allez me dire, ouais, pourquoi, d'où ça vient? En fait, l'idée, c'était que l'Europe voulait se doter du plus gros télescope du monde. Bon, on veut toujours être les meilleurs, donc on est en train de construire le télescope de 40 mètres, là. Mais à l'époque, dans les années 80, on voulait construire le télescope le plus gros du monde, 16 mètres. 16 mètres, on ne savait pas faire un miroir de 16 mètres. Donc les gens ont dit, on va faire 4-8 mètres et on va les mettre ensemble. Donc au début, ils avaient mis 4-8 mètres alignés, comme ça. Et ils ont dit, ça ira, on prendra la lumière des 4-8 mètres, on la mélangera, on fera la spectro, et puis on fera des choses comme ça. Et puis les interférométristes se sont dit, oui, mais on pourrait très bien recombiner les télescopes de façon un peu subtile, pas uniquement mélanger la lumière, mais la mélanger de façon à ce que la lumière soit mélangée pour faire l'interférométrie. Du coup, il n'y a plus d'intérêt à les avoir alignés. Il vaut mieux les avoir non alignés pour pouvoir que les bases, un interférométrie va utiliser les bases entre deux télescopes. Vous voyez que cette base-là n'a pas la même direction que cette base-là, qui n'a pas la même direction que cette base-là, et celle-là non plus. Donc toutes les combinaisons font qu'on peut
les bases sont différentes en angle et en orientation. Et avec les télescopes de 1,80 m qui sont là, donc vous avez deux ici, un, deux, il y en a peut-être un troisième dans un coin. Là-haut, non, il n'y a pas. Bon, là, il n'y en a que deux sur la photo. Maintenant, on en a 4. Ils se positionnent là sur les trous, vous voyez. Tac, 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 c'est toutes les bases, toutes les positions des télescopes de 1,80 m. Donc ça permet de couvrir bien la surface pour pouvoir faire des images encore plus précises. Alors je vous ai dit qu'il fallait des télescopes de 100 mètres pour voir les étoiles. Donc là, j'ai essayé de voir si on pouvait mettre un petit peu sur un graphe le pouvoir de résolution en fonction des différents objets qu'il y a dans le ciel. Alors le Soleil, ben, vous voyez, un demi-degré, il vous faut une ouverture de 70 microns, un télescope de 70 microns pour le résoudre. Vénus, on est à 29 minutes, il faut... non, c'est la Lune, ça. La Lune, 29 minutes, pareil, 70 microns, la Lune et le Soleil ont à peu près la même dimension, hein, c'est angulaire, disons. C'est pour ça que la Lune, quand elle passe devant le Soleil, elle fabrique des éclipses. Vénus, on est à la seconde, 10 secondes, 66 secondes. 66 secondes, il faut des ouvertures plus grandes que 2 mm. Jupiter, 30 secondes, il faut 3 mm d'ouverture. Donc l'œil, à peu près 2, 5, 10 mm. Normalement, avec votre œil, vous êtes capable de résoudre Vénus et Jupiter. Saturne, on est à 15 secondes. Vous voyez que les planètes, on est de l'ordre de la seconde. Donc les instruments pour résoudre ces planètes, c'est typiquement des télescopes, des lunettes de 7 cm, ou des jumelles. Galilée, avec sa première lunette, a pu observer et résoudre un certain nombre de planètes. Après, en jaune, j'ai mis là où ça commence à avoir l'effet de l'atmosphère. Parce qu'on est sur Terre, et l'atmosphère va nous perturber les images. Et à partir d'un télescope de, disons, 20 cm, vous commencez à être sensible aux effets de la turbulence atmosphérique. Donc pour voir Cérès, il faut un télescope de 17 cm. Pluton, il faut un télescope d'1,40 m. Et Bételgeuse, pour résoudre Bételgeuse, la première étoile la plus grosse dans le ciel, qui fait 50 millièmes de seconde d'arc, il faut un télescope de 2,80 m, et elle a été résolue pour la première fois avec le mont Palomar, avec le 5 mètres. Et les étoiles qui m'intéressent, moi, sont de l'ordre de 10 secondes à 1 seconde, à 10 millisecondes à 1 milliseconde. Donc Sirius, Proxima Centauri, vous voyez, c'est des étoiles qui nécessitent des télescopes de diamètre 14 mètres à 140 mètres. Donc, voilà, donc du coup, on n'a pas trop le choix pour voir ces étoiles. Pour résoudre ces étoiles, il faut utiliser des télescopes qui permettent d'avoir ces résolutions. Et un des télescopes qui permet d'avoir cette résolution, dans l'hémisphère nord en tout cas, c'est le VLT. Dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère nord, c'est Chara, c'est un autre interféromètre qui se trouve au mont Wilson, qu'on utilise aussi, mais qui ne va pas observer, qui est un peu différent, qui est plus adapté à l'optique visible, mais maintenant ils ont aussi une table infrarouge, donc ils font aussi de l'infrarouge. Mais l'Europe, nous, on a accès au VLT. Chara, c'est un instrument américain. Alors, j'ai essayé de mettre ici des images pour vous montrer à quoi ressemble, vu de la Terre, des différents objets au même grossissement, enfin, en essayant de conserver le grossissement. Donc là, vous avez Mercure, vous avez Mars, vous avez ici Vénus, les phases de Vénus. Vous voyez que Vénus a un diamètre qui change beaucoup depuis la Terre. Et à la même échelle, enfin la même échelle angulaire, vous avez Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Vous voyez, Pluton, c'est petit, et une étoile, c'est 100 fois plus petit, à 1000 fois plus petit. Donc, on ne peut pas les mettre sur l'image, tellement c'est petit, vu depuis la Terre. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée aussi, ça va vous donner une idée aussi des distances dans la galaxie, hein, parce que on parlait hier de voyager entre les étoiles, mais le système solaire, c'est relativement proche de nous. Aller dans les étoiles, c'est aller dans des distances qui sont 300 000, 400 000 fois plus loin que le système solaire. C'est-à-dire que là, dans le système solaire, on part en jour-lumière au maximum. Pour les étoiles, on va parler en années-lumière. Et pour la galaxie, on va parler en centaines de milliers d'années-lumière. Donc, à mon avis, on va rester longtemps dans notre système solaire avant de pouvoir envisager d'aller au-delà. Mais par contre, on peut les observer. Alors là, vous avez une vision
du VLT. Donc voilà le principe. Vous avez, on reconstitue un télescope géant dont le diamètre fait 200 mètres avec des petits télescopes, 4 télescopes. Et en repositionnant à chaque fois ces télescopes, on arrive à... C'est comme si vous aviez des trous dans un télescope géant. Et l'image idéale, c'est d'avoir un maximum de trous. Donc, comme on n'a que 4 télescopes, eh ben, on ne peut pas augmenter le nombre de télescopes. Donc, par contre, on peut faire en sorte que les télescopes se positionnent à différents endroits. Et on change la distribution sur place. Et on arrive à reconstituer des images comme ça a posteriori. Donc, l'imagerie qu'on fait, nous, avec l'instrument, ce n'est pas une imagerie directe. Parce que ce qu'on observe, c'est essentiellement des franges d'interférence. Mais ensuite, on fait un traitement numérique derrière. On enregistre ces franges et on combine toutes ces informations pour reconstituer des images a posteriori. Alors voilà une vue un peu plus proche des télescopes d'1,80 m. Donc la dimension d'une personne, c'est à peu près cette taille-là, quoi. Donc ça vous donne un petit peu la dimension. Ça, c'est une photo qui a été faite directement sur place en posant un appareil photo. Alors, au Chili, quand vous posez l'appareil photo comme ça et que vous faites une photo de 10 secondes, vous avez tout de suite la Voie lactée, les nuages de Magellan, le rêve, quoi. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Donc il faut qu'il y en a qui sortent pour faire des photos. Et puis, mais si on voulait faire des photos un petit peu sympas, on aurait de quoi faire. Hein. Et comme on était un peu frustrés, d'ailleurs, l'ESO a installé, des techniciens de l'ESO ont installé un petit télescope. Ils appellent ça, chaque télescope s'appelle UT, les gros télescopes s'appellent Unit Télescope 1, Unit Télescope 2. Et on a donc Unit Télescope 4. Et il existe un Unit Télescope 5. Et le UT5, c'est un télescope qui fait 40 cm, qui a été installé juste à côté de la base vie, pour les astronomes qui ont envie, ou pour les visiteurs, les techniciens, les ingénieurs, qui ont envie de voir le ciel, le vrai ciel, celui qu'on voit avec nos télescopes d'amateurs. Donc on a un télescope qui est à notre disposition, qui fait 40 cm, pas très bien réglé, je trouve, mais bon, ils vont améliorer. J'aurais dit, mais c'était pas des super images, mais qui est à notre disposition pour voir le ciel, parce que là-dessus, vous ne voyez rien, quoi. Vous n'avez que des écrans d'ordinateur derrière. Alors, le principe de l'interférométrie, le voici. La lumière qui vient de l'étoile nous envoie des ondes. Ces ondes sont captées par des télescopes, donc pas au même endroit, pas au même moment. Vous avez ici le télescope 2 qui capte l'onde avant le télescope 1. La lumière est renvoyée par un jet de miroir dans le sous-sol. Et ensuite, comme le télescope 2 capte la lumière avant le télescope 1, on lui rajoute un retard, avec une ligne à retard, qui sont des télescopes horizontaux qui bougent sur des rails, sur des centaines de mètres de long, pour que les deux faisceaux, en fait, que la lumière issue de l'étoile ait traversé la même quantité et essuyé le même trajet et la même longueur, en fait, depuis l'étoile jusqu'au laboratoire focal, pour faire l'interférométrie. Si vous ne faites pas ça, vous mélangez juste la lumière de façon incohérente, on appelle ça, et vous pouvez faire de la spectroscopie, vous utilisez les télescopes comme des collecteurs de lumière. Mais avec ça, on peut faire plus que ça, on peut faire des images. Et donc, ce que vous voyez, magnifique image, au foyer de votre télescope, des franges. C'est-à-dire des zones blanches, des zones noires, des zones blanches, des zones noires. Et le boulot, c'est d'interpréter ces zones-là. Quand vous avez un objet ponctuel, les zones blanches et les zones noires sont bien contrastées. Quand vous avez un objet non ponctuel, les zones blanches et les zones noires sont moins contrastées. Donc, tout le travail, c'est d'enregistrer ces images et d'analyser ces interférences, les zones blanches, les zones noires, les positions des franges. Et tout ça, en combinant, on reconstitue a posteriori une image. Alors voici les lignes à retard dont je vous ai parlé, hein, ces télescopes horizontaux qui bougent sur des centaines de mètres. Donc il faut que les trajets qui viennent de chaque télescope soient contrôlés à mieux que le micron, sur des longueurs de 100 mètres, 200 mètres. Donc c'est un peu compliqué, et ce qui est surtout compliqué, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de vibration. Donc il y a des systèmes d'anti-vibration dans tous les sens, pour contrôler justement, pour qu'on ne rajoute pas plus de vibrations que qu'il y en a déjà, parce que le télescope introduit des vibrations, l'atmosphère introduit beaucoup de vibrations, donc il ne faut pas en rajouter avec ces systèmes-là. Donc on est à la chasse aux vibrations avec ces instruments, et ça c'est l'oculaire de votre télescope, si vous voulez, en gros. C'est là où on combine la lumière. Donc les télescopes, la lumière qui arrive des télescopes arrive dans cette salle. Et dans cette salle, vous avez, comme si vous aviez 4 oculaires, vous avez 4 instruments qui vont... il y a quelques instruments, donc c'est une ancienne photo, où chaque partie est un instrument séparé. Il y en a un qui travaille dans l'infrarouge proche, un qui va travailler dans l'infrarouge moyen,
un qui va s'occuper de stabiliser les franges. Et donc, quand on vous parle d'un instrument interférométrique, c'est une table, comme ça. Et voici à quoi ça ressemble. Donc, une table interférométrique, il y a pas mal d'optique, et pas mal de mécanique et d'électronique. Et il y a tellement peu de place que des fois, on est obligé de grimper par-dessus pour régler, quoi. Et bon, là, on n'est qu'à un étage, mais je pense que les prochaines générations vont être des instruments avec 2, 3 étages. Ça va être encore plus compliqué à régler. Alors, l'instrument Matisse est un instrument, le projet, qui a nécessité à peu près 12 ans de développement. Vous voyez que là, on est sur des durées maintenant de projets quasiment spatiaux, hein. Le kick-off mythique, c'est-à-dire le congrès qui a lancé le projet, c'était en novembre 2006. Entre novembre 2006 et décembre 2010, on a passé notre temps à nous mettre d'accord sur les concepts et surtout à quoi ça allait servir. C'est-à-dire qu'on veut observer tel objet, est-ce que c'est faisable avec un instrument? Donc il y a les Science Case Requirements, c'est-à-dire donc tous les cas scientifiques qui nous intéressaient. Et ensuite, il y a eu la PDR, la Preliminary Design Review. Alors, c'est dans le domaine de la gestion de projet, il y a des revues de projet tout le temps. Alors, c'est un consortium international, donc ça veut dire qu'il faut gérer des équipes différentes qui viennent d'Allemagne, des Pays-Bas, de France, d'Italie, d'Espagne, enfin, ça dépend des projets, hein. Et il faut qu'on se voit, grosso modo, tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il y a un congrès, il y a une revue de projet pour voir ce que ça avance. Et de temps en temps, il y a des réunions. Donc la réunion préliminaire pour lancer le projet, pour dire « OK, on y va », c'était en décembre 2010. Décembre 2010. Ensuite, il y a eu une revue de Final Design Review, donc une revue finale de design, qui a été faite en septembre 2011. Et une revue finale de design spécialisée sur l'instrument, parce que ça, c'était Optical Design Review. Là, c'est Instrument Design Review, qui a été fait en avril 2011. Et à partir de là, on attaque l'assemblage, la construction des optiques, de la mécanique, de l'électronique, les assemblages, l'intégration et les tests, pendant 62 mois. Là, je suis arrivé là. Donc je suis arrivé au moment où les optiques ont été commandées, ont été fabriquées, et il a fallu tout assembler. Tout l'assemblage a été fait à l'Observatoire de Nice, dans une salle blanche qui a été installée pour nous. Et on a fait l'intégration, on était en charge, nous, à Nice, de l'intégration de l'instrument. C'est-à-dire que nous, on n'est pas spécialisé dans les détecteurs, on n'est pas spécialisé dans le froid, on n'est pas spécialisé dans la spectroscopie, mais on s'est occupé de toute la partie intégration et table optique. Donc, et les tests. En labo, on avait une source interne qui nous permettait de tester avec de la lumière laser visible et de la lumière infrarouge. Donc on a fait ça pendant 62 mois pour arriver ensuite à la revue d'acceptance du projet, la Preliminary Acceptance in Europe, ça s'appelle. C'est une revue, donc c'est l'organisme européen, l'ESO, qui est maître de ce projet, hein. Donc c'est eux qui décident si ils viennent à un moment donné, ils disent bon ben ok, votre instrument il fonctionne, on peut donc il fonctionne, tout marche bien, super, on le démonte et on l'envoie au Chili. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc en septembre, juillet-septembre, on a dit ok, c'est bon, on a passé les tests. Et ensuite on a à peu près 5 semaines pour démonter tout ça, le mettre en caisse et l'envoyer en avion au Chili, qui est ensuite c'est parti de Nice en Allemagne en camion. On a eu un petit peu peur parce qu'on a vu comment c'était fixé dans les camions. Les caisses, on s'est dit, ça va bouger, tout ça. Parce qu'il y a une partie qu'on a démontée, une partie qu'on a laissée quand même monter. Ensuite, c'est parti en cargo, en avion cargo, et ensuite, c'est reparti en camion au Chili. Et ensuite, quand on arrive au Chili, vous voyez, c'est 5 semaines, on arrive, et là, on est en novembre. Et là, il a fallu tout remonter, tout retester. Alors, dans une salle en bas, d'abord, au niveau de la base vie, là où on a nos chambres et tout ça. Donc, il y a un hall d'intégration qui a été utilisé pour tout réintégrer. Tout a marché. On a transporté ça au sommet
On a installé ça dans la salle interférométrique que je vous ai montrée. Et on a fait ça entre 2 mois, je crois, 3 mois. Et puis pour avoir notre première lumière en février 2018. La première lumière, c'est le film que je vous ai passé, là. Ça a été le film de l'ESO qui a été sorti à cette période-là. Et maintenant, on est dans la phase qu'on appelle commissioning, c'est-à-dire le test sur le ciel et l'établissement des performances ultimes de l'instrument. 1 an pour faire ça. Donc tous les 2 mois, on se relaye et on va là-bas pendant 15 jours. Et on va tester l'instrument. On a des programmes d'observation, de test, pour essayer de voir jusqu'où on peut aller, jusqu'à quelle magnitude limite on peut aller, quelle précision de mesure on peut avoir. Et l'objectif étant d'ouvrir à la communauté astronomique en avril 2019. Et donc on a 1 an. Donc là, on est à la fin. Hein. Donc là, le mois prochain, je repars. Et on va avoir le test de l'imagerie. Donc on va tester tout l'ensemble pour voir si on est capable de reconstituer des images en bougeant les télescopes d'une nuit à l'autre. Parce que jusqu'à présent, on a testé sur des configurations fixes sans bouger les télescopes. L'objectif de Matisse étant de faire des images, il faut qu'on arrive jusqu'au test de l'imagerie. Donc on va prendre des objets un petit peu connus, parce qu'on n'est normalement pas censé faire des découvertes scientifiques. Enfin, on en fait un petit peu, parce qu'on a quand même eu envie de regarder de temps en temps un noyau de galaxie, voir si on était capable de le voir, une nova pour voir si on était capable de la mesurer. Mais bon, et donc à partir de là, on va, à partir de 2019, ouvrir à la communauté, et l'instrument va être utilisé pendant 15 ans. Donc à peu près 15 ans de construction et de test, 15 ans d'utilisation. Et après, on sera... Et maintenant, comme on a terminé, on est en train de réfléchir à la suite, donc aux instruments suivants. Donc il y a ceux qui vont se mettre sur l'utilisation de cet instrument, donc moi je fais partie de cela, je suis un chercheur, mais les ingénieurs et les techniciens, eux, commencent déjà à réfléchir aux instruments suivants, la génération suivante, pour combiner plus de télescopes, pour combiner à la fois l'infrarouge et le visible, enfin faire plein de choses. L'organigramme. Alors, l'organigramme est essentiellement 3 parties, équipe scientifique, équipe instrumentale, équipe de commissioning. Un chef de projet qui est Bruno, là-haut, qui est un Français. Un project manager qui est Stéphane, en haut, qui est aussi un Français, qui, lui, s'occupe de la gestion du projet. Un project scientist qui est Walter, qui est un Hollandais. Et puis Romain, qui est le collègue avec qui je travaille, moi, sur le commissioning. Donc moi, je fais partie, en fait, on fait pratiquement tous partie de ces 3 groupes, mais on a essayé de séparer. Partie scientifique, c'est l'utilisation de l'instrument, à quoi ça va servir. Donc on prépare des projets, on prépare déjà les demandes d'observation pour l'année prochaine. La partie instrumentale, c'est la partie test, intégration et test. Et la partie commissioning, c'est les tests sur le ciel et la détermination des performances. Avec des laboratoires qui viennent de France, de Hollande, d'Allemagne. Et puis, il y a aussi également des gens de Vienne et des gens qui sont venus nous aider, qui étaient de la République tchèque. Alors, je ne vais pas détailler, mais en gros, c'est 1 an de test. 1 an de test, comme je vous l'ai dit, tous les 2 mois, on se relaye. Donc, on a défini avec les collègues un planning. Donc, on a commencé par faire débugger les communications entre notre instrument et le VLTI, les tests des procédures d'acquisition. Donc, ça, c'était juste après les premières lumières, qui ont lieu en février. Ensuite, l'opération. On a commencé à voir si on était capable d'acquérir des images, de les traiter, d'optimiser. On commençait les optimisations. Parce qu'il y a plein de choses à régler, plein d'électronique à régler. Ensuite, on a déterminé les observations de première priorité. En gros, l'instrument va s'ouvrir avec plusieurs configurations. Il y a une configuration globale complète qui va s'ouvrir dans quelques années, mais on va commencer, on a voulu ouvrir très vite. Donc, on a déterminé des modes de fonctionnement relativement simples en première priorité. Ensuite, les secondes priorités, donc en gros, c'est par exemple la spectroscopie, on fait de la basse résolution pour commencer, mais on va être capable de faire ensuite de la haute résolution, voire même d'utiliser l'instrument gravitique qui est déjà installé et qui observe le centre galactique pour travailler avec nous et puis suivre les franges avec l'instrument de Gravity. Là, on est dans cette phase-là, full imaging. Donc en novembre, on va tester la partie imagerie. Donc, test, valider les observations, la stratégie d'observation pour l'imagerie, valider les logiciels, parce que tout ça, ça n'existe pas, bien sûr. C'est des instruments uniques.
Donc tous les logiciels de reconstruction d'images et de gestion de l'instrument, c'est des logiciels qu'on a développés nous. Et puis, il y a eu aussi les tests de l'optique adaptative, parce qu'entre-temps, l'ESO a décidé de changer l'optique adaptative donc sur les télescopes d'1,80 m pour l'améliorer, parce qu'on a certaines demandes. Nous, comme on a fait en infrarouge, il faut qu'on puisse observer rapidement le fond de ciel, l'étoile, le fond de ciel, l'étoile, tout ça. Donc ça, c'est des systèmes qui n'étaient pas très au point, et donc ils ont changé ça le mois dernier. Enfin, c'est opérationnel maintenant, et donc on va tester les nouvelles optiques adaptatives sur les 2 mètres. 1,80 m. Et puis, il y aura une phase ultérieure qui est le suiveur de frange de Gravity, de l'instrument Gravity, adapté à Matisse. Ça sera l'année prochaine. Ouais, 10 minutes. OK? Alors, juste, on va s'amuser un petit peu. Voilà un petit peu ce que c'est que Matisse. Là, vous avez une vision de la table optique. La table optique de Matisse qui va combiner 4 faisceaux. Vous voyez que c'est un petit peu compliqué. Il y a un petit peu pas mal d'optique et de mécanique. La mécanique a été faite à l'observatoire. Et donc, vous avez 4 faisceaux qui arrivent. 4 faisceaux qui arrivent. Ces faisceaux vont se séparer en 2 voies. Une voie vers 3,5, 5 microns et une voie vers 10 microns. Donc, il y a en fait 2 instruments, 2 caméras. Donc, c'est un 2 en 1. Enfin, c'est 2 instruments en un instrument. Alors là, on est en train de... La partie gauche, là, c'est la partie table optique qui est dans la température ambiante. Et la partie droite, là, on vous remonte la partie spectroscopique qui est dans le froid. Et la partie spectro est également détecteur. Donc ça a été construit par des collègues hollandais, parce qu'eux, ils connaissent le froid. Nous, on ne sait pas. Ouais, c'est un petit peu... Bon, il y a un petit peu pas mal de... Voilà, donc là, on a une des caméras qui est en train de se monter. L'intégration, on s'en est occupé. Hein, donc, bon, les détecteurs sont arrivés déjà montés. Voilà, là, hop, l'enceinte à vide. Et puis pareil pour le détecteur suivant. Alors maintenant, on vous enlève tout ça et on va vous montrer les faisceaux, comment ça se passe. 4 faisceaux qui arrivent. Bon, on va en prendre un essentiellement. Voilà, on va en garder un. On essaye d'adapter sa dimension, on change la dimension du faisceau et on va le séparer en 2. Une partie qui va aller d'un côté pour l'infrarouge 3-5 microns, une partie vers 10 microns. On remet de nouveau les 4 faisceaux, on les fait arriver dans la partie détecteur. Donc là, on est dans le froid. On arrive dans les enceintes à froid. Bon, quand je dis froid, c'est de l'ordre de 10 degrés au-dessus du zéro absolu à 40 degrés au-dessus du zéro absolu. Voilà, donc on enlève la mécanique. Et voilà comment ça se passe dans la partie spectro. On n'a pas pu tout mettre sous froid. Hein. C'est-à-dire que l'idéal, ça aurait été toute optique et mécanique à température ambiante chauffe dans l'infrarouge. Donc l'idéal aurait été de tout mettre dans le froid. Mais mettre une table de 3 mètres par 3 mètres dans le froid, c'était impossible. Donc on a décidé de mettre que la partie finale, spectroscopie et détecteur, dans le froid. Alors, autant vous dire que quand la table est montée et qu'il y a tout, c'est un peu compliqué à régler de mettre les mains dedans. Mais notre boulot, ça a été ça, quoi. De pouvoir glisser les mains au milieu de tout ça. Et moi, avec mes gros doigts boudinés, j'avais du mal. Alors, voilà une vue de derrière. Les 2 détecteurs et la table centrale. L'électronique, qui permet de gérer tout ça. Parce que, bien sûr, ça a été fabriqué aussi par les collègues. Et là, ça a été une petite vidéo qui va vous montrer, en juillet, le démontage. Il a fallu tout démonter. Donc ça, c'est dans la salle blanche. Donc on s'est relayé tous les jours avec tous les collègues et on a tout démonté, tout enlevé. Donc la table, elle est protégée par une structure, là à droite, là vous avez un escalier qui monte au-dessus. Là on a commencé d'abord par s'occuper de l'électronique, des caméras, ouvrir les caméras, donc chaque fois pour remettre les caméras à température, enlever le vide et tout, ça prend plusieurs jours. Et remettre le vide et tout, ça va prendre une semaine à chaque fois, donc c'est un peu long. Voilà, et là on se relayait tous les jours avec les collègues. Moi, je me suis plutôt occupé de la partie optique froide, optique chaude, la partie à droite, la table.
Les collègues allemands et hollandais sont occupés de la partie électronique et détecteurs et optique fraude. Voilà, là, les caméras sont parties. L'électronique, les armoires vont partir. Voilà, hop, les armoires électroniques derrière. Chacune fait 150 kg. Bon. C'est nous qui avons tout fait, bien sûr. On n'a pas fait venir des boîtes pour faire ça. C'est nous qui avons tout. On n'a pas travaillé la nuit. On aurait peut-être dû. On s'est dit que peut-être... Voilà. Là, on commence à démonter la structure autour. On passe par-dessus. On essaye de... Voilà. On met tout... on essaye tout le temps tout mettre sous capot, mettre des mousses partout, parce qu'on a décidé finalement de ne pas tout démonter. On a démonté que les parties sensibles, mais on a essayé de laisser la table la plus entière. Donc on a mis des mousses partout. Ça commence à se vider. Voilà la table sans la structure autour de protection. On va la lever ensuite. On a une petite frayeur d'ailleurs. Ça pèse presque une tonne, hein, donc voilà, on a mis un système pour la lever et on a fait venir une petite grue dans la salle pour la lever. Voilà, le petit chariot, on la met. Et alors là, on va monter la table sur la grue. Et là, on a eu peur parce que ça commençait à basculer. Finalement, c'est bon. Et ensuite, le système le pied qui est en bas, la anti-vibration, on va l'emporter aussi. On met tout en caisse. C'est nous qui avons mis en caisse, c'est nous qui avons tout transporté dans les camions. Voilà une vue des transports. Hein. Donc vous avez le camion, les deux super semi-remorques avec la caisse optique ici. C'est parti en Allemagne, en avion. C'est arrivé au Paranal. Ça a été remonté et rembarqué dans la salle. Ça va être chaud, mais... Alors là, on était dans l'intégration. On a tout remonté, comme je vous l'ai dit, en novembre. Et là, on est en train de tout remettre de nouveau en caisse. Et de tout embarquer pour le monter au sommet du Paranal. Alors vous voyez, là, on est passé de la base vide, de la salle d'intégration, on monte au sommet du Paranal avec notre table optique sur un petit camion. Et là, on va la faire rentrer dans le labo interférométrique qui est dans le sous-sol. Donc voilà, on le descend. On le pousse. Là, vous me voyez en rouge, c'est moi. Je tire. J'étais là. Ah ouais, c'est un boulot de chercheur. Hein. Attention. Ah ben non, on fait tout. Hein. Et là, hop, on le transpale et on le passe par-dessus les autres. Et alors là, il ne faut pas que ça tombe, hein, parce que alors on est mal. Et on avait une place, on est descendu millimètre à millimètre pour le mettre sur ces plots. Bon, les gens de l'ESO, ils sont top pour ça, ils savent bien faire. Et voilà, on a terminé la mise en place. Bon, après, une fois que c'est mis en place, il a fallu encore 2 mois pour le régler, machin, que tout fonctionne bien. Voilà une salle de contrôle. Donc voilà la nuit où on est installé, avec des ordinateurs partout. Et là, donc, c'est la première lumière. Donc le soir de la première lumière, on s'est dit, on va faire une belle photo de nous au coucher de soleil. Voilà, donc on a des couchers de soleil tous les soirs, magnifiques. Hein. Au bout d'un moment, on a le coucher de soleil, ça va, sur la mer de nuages. Mais bon, on prend plaisir tout le temps à voir les couchers de soleil. Sur la mer de nuages, et le rayon vert, difficile à voir. Hein. Sur la mer de nuages, c'est un peu compliqué. Donc là, les télescopes se mettent en position, et là, donc, c'est la soirée où on a fait notre premières images. Donc on est tous dans la salle. Moi, je suis derrière, là-bas, derrière en noir, là, sur mon ordinateur. Et on est tous en train de contrôler. Voilà, donc on a choisi une étoile cible, en fait, qui nous permet de... Il a fallu choisir des étoiles simples à observer. Donc voilà, ce qu'on regarde sur l'écran, vous voyez une espèce de tache horrible. C'est ça. Anthony, qui est là-bas, qui a passé, un des collègues qui a passé 1 an au Chili pour installer la manip et il gère la partie pilotage.
Là, vous avez les 4 télescopes, donc ça montre un petit peu les différentes bases qui sont ensemble. Donc là, il y a toute l'équipe. Il y a les équipes de l'ESO, il y a les équipes allemandes, il y a des Hollandais, des Français. Et voilà, on a eu nos premières franges d'interférence, vous voyez. Collègue super content, ça c'est le responsable de l'ESO. Le chef de projet, vous voyez, avec ses 2 bouteilles de champ. Bien content. Bruno. Et une photo souvenir. Alors c'est une photo marrante parce que, bon, on est tous avec notre bouteille, mais vous voyez qu'il y en a un qui est ici, là. C'est le chef de projet qui est parti à la retraite juste avant que la manip soit installée au Chili. Et il a voulu être présent avec nous, donc il était en distance avec nous toute la nuit avec le télescope, et pour suivre un petit peu que tout se passait bien. Alors, en quelques chiffres, rapides. 50 modules, 200 éléments, 100 motorisations, 4 tonnes, vous voyez, 2 pour la table optique, 500 kg pour les cabinets, une optique froide à 30 kg à 30 degrés au-dessus du zéro absolu, les détecteurs à 40 et à 8 degrés au-dessus du zéro absolu. À peu près plus de 50 000 lignes de code. Je reviens en arrière parce que je suis passé un peu vite. 12 années de développement, donc je vous ai dit, 15 années d'exploitation. Il y a 10 instituts partenaires, à peu près une centaine de collaborateurs, ingénieurs, chercheurs, techniciens, à peu près 150 équivalents temps plein, un coût effectif de 16 millions d'euros. On avait prévu 13 au départ, bon, ça va. Donc 5 millions pour le matériel. On a déjà écrit 20 publications dans les congrès internationaux et on a déjà écrit 220 rapports techniques, ce qui totalise à peu près 10 000 pages de rapports. On n'arrête pas de faire des rapports. C'est terrible. Là, vous avez les instituts qui participent au projet européen. Bon, une photo souvenir avec tout le monde, tout au long du projet. Et puis, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez me contacter sur cette adresse email. Et on est sur Facebook. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous tapez Matisse et vous allez tomber sur le suivi du projet. Je vous remercie.